Hello hello, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode du podcast. Et toi, t'en penses quoi ? Bon, comment ça se passe cette semaine ? J'espère que tout va bien, que tout se passe bien dans tes projets, dans tes ambitions et autres. Moi, en tout cas, ça va pour le moment. Je suis super contente de l'évolution des épisodes qu'on a eus dernièrement. Je suis ravie aussi de te dire, mais sans trop te teaser non plus, que j'ai envie que ce projet s'agrandisse. Donc, qui dit agrandissement dit potentiellement inviter des gens à discuter avec moi autour de sujets divers. Donc trop hâte, mais je t'en raconte pas trop parce que je veux pas te faire de faux espoirs et aussi je veux pas me porter l'œil, tu vois. Je t'en dirai un petit peu plus plus tard, soit dans le prochain épisode, soit sur Instagram ou TikTok où tu peux me retrouver hyper facilement. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me semble actuel et en même temps qui est important pour moi, enfin comme tous les sujets que j'ai pu faire avant, c'est ma relation que j'ai avec les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, TikTok, Twitter aussi. Vraiment toutes ces plateformes de discussion, de partage. Je voulais qu'on consacre un épisode là-dessus parce que c'est quelque chose de quotidien dans ma vie et je pense que dans la tienne aussi. Enfin, on le voit bien aujourd'hui, tout le monde utilise les réseaux sociaux pour différentes raisons et on les évoquera après. Et aussi parce que, comme je l'ai dit, c'est un sujet actuel dans le sens où, je sais pas si tu es au courant, mais il y a quelques semaines, si je me trompe pas, il y a une loi en France qui a été votée pour justement régulariser les influenceurs et les créateurs de contenu dans la distribution des informations sous forme de publicité avec les marques. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Ça fait très longtemps que les marques et les créateurs de contenu collaborent ensemble, mais qu'il n'y a jamais eu vraiment de loi qui a été mise en place dessus pour régulariser tout ça, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je sais pas si tu t'es déjà intéressé à ça, mais pour te donner un autre contexte, enfin si t'as pas écouté des épisodes précédents, moi ça fait 5 ans que je suis en études en communication et marketing, donc forcément l'influence c'est quelque chose dont moi je parle beaucoup à travers mes études, mais aussi à travers mes stages et mes alternances, parce que j'ai dû plusieurs fois contacter des influenceurs pour faire découvrir la marque pour laquelle je travaillais, donc tout est lié avec tout ça. Mais avant de parler des influenceurs, surtout que c'est pas le sujet vraiment, c'est plus justement l'utilisation que j'ai moi des réseaux sociaux, que ça soit en tant qu'utilisatrice, mais aussi en tant que professionnelle, parce que oui, dans 3 semaines je suis diplômée, donc je suis professionnelle de ce domaine-là, mais je veux vraiment qu'on se focus sur la partie utilisation privée, parce que je trouve que j'ai pas une utilisation très saine des réseaux sociaux et je pense pas être la seule. Peut-être que toi aussi tu as ce type de relation-là avec, et je voulais qu'on en parle parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Comme tu dois le savoir, moi je suis née dans les années 2000, donc forcément j'ai grandi avec la naissance et l'influence des réseaux sociaux. Enfin, surtout que moi j'ai vu depuis mon plus jeune âge l'importance que ça a pris. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont des métiers. Il y a beaucoup de métiers, par exemple dans le marketing, mais même dans d'autres branches de métiers, où les réseaux sociaux rentrent en compte, où c'est très important, qu'il faut avoir une présence digitale, que ça soit pour, comme je te disais, les domaines du marketing, mais aussi, je dis n'importe quoi, mais pour un restaurateur, pour un artiste, même les mannequins aujourd'hui sont sur les réseaux sociaux, donc vraiment c'est hyper important, je trouve, dans ce monde aujourd'hui. Ça a pris une place énorme qui à l'époque n'avait pas autant de place. Pour faire ce petit épisode qui va durer je sais pas combien de temps, mais vu comment je blablate, va forcément durer 30 minutes encore comme d'habitude. Bref, je me perds comme d'habitude, mais pour commencer, je t'invite à aller dans tes souvenirs si tu fais partie de la même génération que moi, ou si t'es plus jeune à découvrir et si t'es plus âgé à redécouvrir aussi les réseaux sociaux, comment ça s'est développé, tout ça. Moi, j'ai cherché quand même sur internet une chronologie des différentes innovations des réseaux sociaux qu'on a pu avoir, et en fait, je me suis rendu compte que les réseaux sociaux, ça existe depuis les années 2000, on va dire. Là, j'ai trouvé sur internet par exemple que l'un des premiers réseaux sociaux, ça a été Six Degrés. Je connaissais pas du tout, qui a été fait en 1997. Tu vois, pour te dire que vraiment, ça a commencé il y a très longtemps, quoi. J'étais même pas encore née, alors que je pensais que ça avait commencé avec MySpace au tout début, mais je me suis rendu compte que MySpace c'était un réseau social qui arrivait en 2003, donc que moi je n'ai pas utilisé plus particulièrement. Moi j'ai commencé avec Facebook. Du coup, moi la première fois que j'ai été face à un réseau
réseau social, si je me trompe pas. J'étais au collège et du coup, c'était Facebook, le truc à la mode de l'époque. Je sais que moi, mes parents utilisaient déjà Facebook depuis un certain temps, mais je pourrais pas te dire exactement parce que c'est un réseau social qui existe depuis 2004. Je pensais que c'était pas aussi vieux que ça, mais en fait, si. Genre, ça va faire 10 ans l'année... n'importe quoi. Ça va faire 20 ans que Facebook existe l'année prochaine, mais bon, on sait très bien, hein, Facebook, on l'utilise plus autant comme on l'utilisait avant. Du coup, au collège, c'est là où tout a commencé, je pense, avec les réseaux sociaux, dans le sens où j'ai découvert Facebook, comme je te disais, par mes parents, vite fait parce qu'ils partageaient des choses avec leurs amis, tout ça, mais aussi parce que moi j'avais mes copains et mes copines de l'époque qui étaient sur Facebook. Donc au collège, j'étais en 6e, on a 12 ans si je me trompe pas, donc on est assez jeune et qui avait déjà un compte, sachant que la limite pour pouvoir utiliser Facebook, c'était 13 ans si je me trompe pas. Donc moi j'étais vachement dans la recherche justement à avoir ce nouveau truc hyper tendance, toujours dans cet objectif d'avoir le regard des autres sur soi de façon positive, en disant t'es pas la nana bizarre de l'école, enfin t'es comme nous. C'est vraiment dans ce truc de rentrer dans les codes et d'avoir Facebook pour avoir Facebook, pour ressembler à mes amis. Moi à l'époque, Facebook, je me rendais pas compte trop de ce que c'était, et c'est vrai que j'ai énormément tanné mes parents pour que j'ai Facebook le plus tôt possible. Et là-dessus, je les remercie parce que je trouve qu'ils ont été très intelligents de le faire. C'est que moi, ils m'ont dit pas de soucis Sacha, t'auras Facebook, mais que à partir de l'âge légal. Donc c'est-à-dire 13 ans. Donc j'étais un petit peu énervée, forcément, début de l'adolescence, un petit peu en rébellion contre mes parents, mais bon, pas grave, j'accepte mon sort. Je vais pas faire comme les 3/4 des gens à l'époque que je connais vont se créer des comptes Facebook dans le dos de leurs parents parce que eux-mêmes savaient pas ce que c'était réellement, n'avaient pas cette conscience de l'impact social que ça pouvait avoir sur soi et aussi sur les autres. Et du coup, moi, je me souviens du jour où j'ai créé ma page Facebook. C'était du coup le 28 juillet 2013. J'étais en vacances à Vannes avec mes parents et j'étais trop contente. Genre vraiment, c'est comme si tu m'avais offert le meilleur cadeau. À l'époque, je voulais que ça. C'était vraiment focus, mon compte Facebook, mon compte Facebook, mon compte Facebook. Une fois que j'ai eu, c'était incroyable. Ce qui est dingue, je trouve, c'est que à cette époque-là, au tout début des réseaux sociaux, du moins à mon âge, on avait une innocence de ce que c'était réellement en fait. On se rendait pas compte de l'impact et l'influence que ça pouvait avoir. Moi, c'est vrai qu'à l'époque, sur Facebook, je mettais par exemple les photos avec mes copines qu'on faisait lors des booms. Je mettais aussi des phrases à la Tumblr, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il y avait quoi comme phrase à l'époque, Life is the joke, t'avais aussi Carpe diem, tu vois, les trucs comme ça, où tu faisais le signe avec tes bras de infini avec ta pote, trop drôle, mais vraiment c'est hyper lunaire. Ce que je trouve étonnant, c'est que quand tu regardes aujourd'hui l'utilisation des réseaux sociaux des jeunes de 13 ans, et moi, ma génération à 13 ans, comment on utilisait ça, c'est totalement différent. Il y a une innocence, on se rendait pas compte à l'époque de ce que c'était, et à la fois c'était super cool parce qu'on faisait des trucs sympas, tu mettais ta nouvelle photo de profil, t'as tout le monde qui commentait, c'était super cool. T'avais une proximité avec tes potes que dès que t'étais plus au collège, tu pouvais continuer à parler avec eux, tu pouvais faire des webcams avec eux, c'était génial. Une nouvelle façon de communiquer avec tes potes, tu pouvais partager aussi le dernier livre que t'avais vu, tu pouvais voir en avant-première des images de films et tout ça, c'était ouf. Ça me rappelle même que moi à l'époque, quand si je me trompe pas au collège, c'était le phénomène Twilight. Moi, j'attendais qu'une chose, c'était que les stars mettaient sur leur page fan les premières images des nouveaux films, tout ça. J'attendais ça, mais comme une furie, quoi. C'était vraiment le truc qu'il fallait avoir, quoi. Mais à côté de ça, il y a quand même des aspects hyper négatifs à tout ça. Là, je le dis aujourd'hui parce que je m'en suis rendu compte, mais à 13 ans, je n'avais pas conscience de tout ça. C'est là où je te dis, on avait vraiment cette innocence qui était ultra présente. On se rendait vraiment pas compte. C'est que, en y réfléchissant bien, tu vois, quand j'ai préparé le podcast aujourd'hui, je me suis noté quelques trucs pour avoir mon fil conducteur, et j'ai noté qu'en fait dans mon souvenir, je sais que Facebook, du coup, une fois que je l'avais eu, c'était, pour te donner une image, c'était comme un jeu vidéo. Genre, t'allais chercher des quêtes, t'avais des missions qu'il fallait atteindre pour rester cool, rester dans la vibe, tu vois ce que je veux dire. Par exemple, moi, j'avais le sentiment que j'étais perpétuellement dans la recherche de l'acceptation de moi par rapport aux autres, avec le nombre d'amis que j'avais. Je me rendais compte, et même encore aujourd'hui, que les gens qui sont dits populaires dans la vraie vie sont aussi
populaires sur les réseaux sociaux parce qu'ils avaient 500 amis sur Facebook, ils postaient des trucs, ça faisait même pas 3 secondes, ils avaient déjà 15 000 commentaires, 15 000 likes. Et c'est vrai que ça créait encore une fois un fossé entre les personnes et ça permettait aussi de mettre de la différence entre certains et de donner la possibilité justement à d'autres de critiquer encore une fois les personnes qu'ils avaient en face de soi, mais là d'une manière beaucoup plus sécurisée pour eux, dans le sens où en fait c'était fait via un écran, donc t'avais pas la peur du représailles en direct parce que tu le faisais caché chez toi à 22h et que la personne elle pouvait le voir que le lendemain matin par exemple en se réveillant. J'en ai fait les frais pour te dire, moi j'ai été harcelée au collège, ça je t'en ai un petit peu parlé, mais j'ai toujours pas fait l'épisode encore parce que je m'en sens pas capable pour le moment, parce que y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à entreprendre et je suis pas encore prête. Comme je te disais, j'ai fait les frais de cet harcèlement via Facebook où je recevais des messages de haine le soir en rentrant de chez moi, c'était insupportable et je comprenais pas, tu vois, parce que dans cette idée de l'harcèlement que j'avais, je me disais c'est bon, je rentre chez moi, je suis tranquille, non, ça continuait à travers l'écran et c'était très compliqué. Mais bon, c'est pas le sujet, mais ce que je veux dire c'est que ça nous a amené du positif, ça peut resserrer les liens, ça nous permet aussi de découvrir des gens qu'on connaissait pas, mais ça permettait aussi du coup aux personnes d'avoir une plateforme où ils pouvaient parler, critiquer, lyncher les gens, mais publiquement et sans que ça pose aucun problème. Et c'est là où je trouve que les réseaux sociaux, c'est quelque chose de très néfaste pour l'humain et surtout pour la critique qu'on a pour soi. Parce que moi, personnellement, aujourd'hui, c'est encore le cas, je vis à travers le regard des autres et ça passe par les réseaux sociaux. Parce que quand tu postes quelque chose, c'est pas anodin, tu vois. Et même à l'époque, au collège, c'était le cas. Quand je mettais une photo avec mes potes, je les identifiais dessus, c'était pour montrer que j'étais amie avec eux. Alors que dans la vraie vie, on n'a pas besoin de mettre ça sur les réseaux. Mais on le faisait. T'avais aussi, ça c'était cool, je m'en souviens, t'avais les challenges. Par exemple, le challenge où il fallait que tu postes une photo de toi étant petit et tu identifiais les gens à faire aussi le challenge. Ça, c'était un truc super cool. C'était un vrai truc de communauté, de challenge, d'envie de partager des choses. Ça, c'était fun. C'était compliqué à gérer aussi parce que je pense par exemple à nos parents qui, eux, ont découvert ça sur le tas et surtout, ils ont élevé des enfants qui sont nés avec un téléphone dans les mains. Moi, personnellement, tu me mettais Facebook 2 minutes dans les mains, je savais comment l'utiliser. Après, c'était moi qui aidais ma mère à bien mettre ses trucs sur Facebook parce qu'elle n'arrivait pas à bien le faire, ou c'était pareil avec mon père. Enfin bref, il y a eu du coup en premier, comme je te disais, Facebook. Ensuite, il y a un autre réseau social que j'ai envie de mettre en avant. YouTube, je trouve que c'est vraiment le réseau social qui nous a fait rentrer dans une sphère qui est aujourd'hui notre quotidien. Dans le sens où YouTube, c'est là où l'influence est née, je trouve, vraiment, mais à proprement parler, avec des profils tels que Enjoy Phoenix, Squeezie, Sandrea26 France, si tu connais. Il y a eu aussi Oria. Là, je te cite des influenceuses que moi, à l'époque, je regardais parce que j'étais dans cette recherche du tuto coiffure, tuto maquillage, les hauls, tout ça. Vraiment une autre façon de voir les choses, mais qui, à l'époque, moi, je trouvais ça hyper intéressant et j'adorais ça, je trouvais ça génial. J'aimais trop, je me souviens de passer des mercredis après-midi à regarder des tutos make-up et aller dans la salle de bain de ma mère, lui voler son maquillage pour reproduire ce que faisaient les filles. Donc forcément, au début, c'était pas fameux, mais avec le temps et l'entraînement, je suis devenue douée en maquillage. Mes amis peuvent en témoigner. Mais c'était vraiment une sphère, mais incroyable. Moi, j'ai trop aimé. J'ai une nostalgie du YouTube d'il y a quelques années, du coup en 2015, où t'avais tous ces nouveaux créateurs de contenu qui étaient là, mais qui ramenaient justement leur spontanéité et aussi leur innocence. À cette époque-là, c'était une passion pour les gens de faire du montage vidéo. C'était quelque chose de cool. Et c'est là où tu pouvais aussi retrouver des gens avec qui t'avais des points communs. Et pour autant, tu les connaissais pas. Moi, je me souviens que du coup, pendant cette période d'harcèlement scolaire, moi, YouTube, ça m'a énormément aidé parce que je regardais beaucoup les vidéos justement de ces créateurs de contenu-là. Je commentais beaucoup, j'interagissais parce qu'en fait j'avais la sensation d'avoir un grand frère ou une grande sœur en plus à travers mon écran et c'était vraiment très appréciable en fait et ça faisait du bien dans le moral. Et avec l'arrivée de ces plateformes en tout genre, en fait ça m'a amené quand même pas mal de choses négatives dans le sens où je me jugeais moi-même énormément par rapport à ce que j'avais en face dans l'écran. Dans le sens où je me comparais beaucoup aux nanas que je voyais. Donc par exemple, je me comparais
comparait à Enjoy Phoenix, qui me ressemblait pas du tout. Et moi, j'avais la sensation que, en fait, ce qu'elle représentait, c'était ce que moi, je devais être. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Les codes esthétiques de l'époque étaient dictés par les marques et les influenceurs de l'époque pour justement créer cet idéal-là. Et moi, je pensais que c'était à ça que je devais ressembler. Donc, on s'en souvient tous de cette époque où on portait la mèche, un peu à la Justin Bieber, que ce soit fille ou garçon, on va pas se mentir. Mais aussi les t-shirts Eleven Paris avec la moustache. Enfin, il fallait avoir toutes ces choses pour justement rester cool, rester branché. Et comme moi, je me faisais harceler à l'époque, je voulais rester dans le coup, quoi. J'ai l'impression de parler comme une vieille quand je dis ça, mais j'avais ce sentiment de besoin d'être intégrée avec les autres en faisant ce que je voyais sur YouTube, que je voyais sur Facebook et que je voyais aussi beaucoup sur Pinterest. On n'en parle pas beaucoup de cette plateforme-là, mais elle est incroyable. Je l'utilise au quotidien aujourd'hui, mais même à l'époque, je tapais tout le temps tuto coiffure branchée, tenue pour la rentrée des classes. Tu vois, des thématiques qui étaient hyper importantes et moi, à cette époque-là, du coup, je suis rentrée dans l'adolescence, là où forcément ton corps change, où les mentalités changent. Et moi, en fait, j'avais des créateurs de contenu qui ne me ressemblaient pas. Donc, j'arrivais pas à me trouver un modèle qui était propre à moi, qui me disait, ce que tu fais, ce que tu es, c'est super cool, reste dans ta lignée. Non, j'étais vraiment plus dans l'idée de Enjoy Phoenix, elle est blonde, il faut que je devienne blonde. Elle fait telle taille de vêtements, il faut que je fasse telle taille de vêtements. C'est vraiment à cette époque-là où, je peux le dire, mon intérêt du regard des autres est devenu très très important. Il fallait que je sois la copie conforme des personnes que j'admirais sur YouTube et ailleurs pour être bien dans ma vie. On va pas se mentir, j'étais quand même pas heureuse parce que je portais des vêtements qui m'allaient pas. Je me forçais à aimer des choses que j'aimais pas et du coup je suis rentrée dans cette spirale de je ne suis pas moi-même mais je suis quelqu'un d'autre pour plaire à la société et plaire à mes soi-disant amis de l'époque. Du coup après que YouTube ait pris énormément d'impact, si je me trompe pas, t'as aussi du coup Instagram qui a vachement pris de l'ampleur. Moi au début Instagram je regardais pas trop. Je regardais un petit peu parce que je voyais que Selena Gomez était dessus et moi j'adorais cette artiste. Je suivais aussi du coup les influenceuses que j'avais sur YouTube qui étaient sur Instagram et qui postaient les teasers de leurs vidéos et justement ça me tenait au courant. Mais c'était pas le réseau social à proprement parler que j'utilisais. Je faisais les filtres comme tout le monde, les trucs de l'application la Retrica si je me trompe pas. Ce truc où tu mettais ta photo en noir et blanc et c'était ta photo de profil, où tu postais, tu mettais hashtag nouvelle photo de profil, tu vois. Encore une fois dans cette quête de l'acceptation des autres, par les likes, les commentaires, tout ça, mais c'était pas vraiment le truc que je faisais encore beaucoup. Et en même temps, t'as Snapchat qui est arrivé. Alors ça a été un truc de dingue, on va pas se mentir. Moi, j'ai eu une consommation de Snapchat hallucinante entre la fin du collège et le début du lycée. Donc j'étais en 2014-2015, c'est là où je crois, si je me trompe pas, ça a pris énormément d'influence. Moi, j'envoyais des photos avec les filtres à mes copines, on se faisait des photos. Oh là là, tu regardes tes enregistrements photos, là, moi je les ai dans mes clés USB de mon ordinateur. Mais oh là mon dieu, la honte quand je regarde les photos aujourd'hui. Mais c'était une époque encore une fois où on était hyper insouciants et c'est là où tu utilisais les filtres à outrance. Donc c'est vrai que dans l'objectif de s'accepter, c'était très compliqué parce qu'on te mettait des filtres où on cachait un peu ton visage, où on modifiait ton visage justement pour te paraître encore plus jolie. Et c'est vrai que c'est ces photos-là qu'on gardait pour les poster sur Instagram par exemple ou encore Facebook à l'époque, mais qui commençait déjà à un peu perdre de son influence. C'est vrai que moi Facebook, j'ai vite arrêté de l'utiliser au quotidien pour poster mes trucs. Ça me servait bien et ça me sert encore aujourd'hui pour les anniversaires de certaines personnes quand j'ai pas noté ou que je connais pas la date. Début lycée, fin collège, début lycée, j'étais beaucoup sur Snapchat, Instagram un petit peu plus, mais je vais t'en reparler après. Et aussi Twitter. Twitter, un réseau social, mais je crois que c'est le pire celui-là, que j'utilisais tout le temps, encore une fois, pour suivre les actualités des célébrités, entre parenthèses, que j'adorais. Bon, à l'époque, je comprenais pas trop l'anglais, donc des fois très compliqué, vu qu'il n'y avait pas encore la mention traduction, mais vraiment trop trop cool. Et une fois arrivé au lycée, c'est là où clairement, je peux te le dire, où moi je l'ai vu, où les plateformes sont rentrées dans notre quotidien, mais vraiment plus. C'est vrai que moi je le vois bien entre la seconde et la terminale.
j'avais une surutilisation des plateformes. Snapchat, mais j'utilisais tout le temps. Instagram, c'est vraiment là où moi j'ai commencé à utiliser à fond, où on postait mais des photos, mais vraiment on postait tout et n'importe quoi. Enfin, moi je me souviens à l'époque d'être à la brioche dorée avec mes potes et de faire une photo de ce qu'on était en train de manger et de mettre ça en photo en disant goûter du jour, trop sympa avec les copines, ravi de refaire ça la prochaine fois avec vous. Quand je regarde mes archives de posts maintenant, mais la honte, encore une fois, comme Snapchat. Mais vraiment, j'ai trop honte quand je vois les trucs. Comme je te disais, vraiment, ça va être le mot de ce podcast-là, c'est l'innocence. Même si, arrivé au lycée, je me suis rendu compte, enfin, cette innocence a commencé à disparaître pour commencer à réellement comprendre l'intérêt que pouvaient avoir ces plateformes-là et ce que ça pouvait générer. Parce que c'est là où aussi, on l'a tous vu, hein, les créateurs de contenu sont devenus vraiment influents avec le début des partenariats avec les marques, des envois presse qu'ils pouvaient avoir. On n'en parle ou pas de la sacoche Sephora que reçoit les créateurs de contenu deux fois par an, si je me trompe pas, qui nous fait rêver comme il n'y a pas. On est arrivé à ce moment-là où il y avait la quête et la conquête de devenir youtubeur, instagrammeur. Et c'est surtout à ce moment-là où on le voyait bien sur les réseaux et même encore aujourd'hui, il y a une énorme tendance à ça, où on poste des contenus pour faire croire qu'on a une vie qui est géniale, qui est fabuleuse. Moi, je me souviens à l'époque, c'est d'aller sur Pinterest récupérer des photos de voyage ou des jolies photos de Rennes, par exemple, là où j'étais à l'époque, pour remplir mon Instagram parce que je voulais montrer que j'avais une vie parfaite, alors qu'on va pas se mentir, j'étais au fond de mon lit en train de regarder ce que faisaient les influenceurs en voyage presse, par exemple en Turquie, quoi. Il y a encore, je trouve, un réel paradoxe entre ce qu'on poste et la réalité. Là, je vais vraiment plus te parler du coup de mon utilisation que j'ai aujourd'hui, mais moi je le vois bien, hein. Par exemple, je vais faire une photo de moi où je me trouve assez jolie, où j'ai fait un joli maquillage, où je suis bien coiffée, machin et tout. Généralement, cette photo, je vais la faire, je vais la garder assez longtemps dans mon téléphone et ensuite je vais la poster en story ou en publication sur Instagram parce que ça me fait plaisir, parce que j'ai envie de la partager, mais aussi parce que j'attends du retour, j'attends du like, j'attends encore une fois de l'acceptation par les autres. J'attends qu'en fait on valide mon apparence, qu'on valide ce que je fais pour aller bien, quoi. Enfin, c'est trop bizarre dit comme ça, mais même à l'époque et même encore aujourd'hui, quand je vois que par exemple j'ai telle ou telle photo qui a fait plus de likes que d'autres, je suis en mode mais pourquoi, je comprends pas. Enfin, j'ai le souvenir et même encore ça m'arrive aujourd'hui, c'est de me casser les fesses à faire une jolie vidéo, à faire un joli réel, à bien on va dire placer les hashtags par exemple et d'avoir 3 vues. Et par contre de faire un truc totalement random et c'est là où j'ai le plus de vues. Enfin, c'est, je sais pas, je comprends pas. Après, ça c'est les algorithmes des plateformes, enfin c'est compliqué parce que tu fais face au fait que tu peux avoir la possibilité d'être vu par plein de millions de personnes, mais en même temps milliers de personnes là ils vont pas pour autant liker ton contenu. Ça me fait penser justement à une phrase que j'ai vue sur les réseaux, je me souviens pas si c'est Insta ou TikTok, mais en gros c'était quelqu'un qui disait que aujourd'hui sur les réseaux sociaux, quand tu postes une photo sur Instagram par exemple, tu vas avoir des likes, par exemple une trentaine de likes, et par contre tu vas mettre une story, tu vas avoir 300 vues. En fait ça prouve bien quelque chose, qu'aujourd'hui les gens sont intéressés par ce que tu fais mais ne vont pas forcément apprécier cette chose-là. Et je trouve que ça hyper dur parce que ça rejoint ce que je te disais au début avec Facebook où on était dans la recherche perpétuelle de l'acceptation de soi par les autres, mais là c'est pareil en fait. On fait exprès de se mettre sur les réseaux pour montrer au monde qu'on existe. Alors que dans la réalité, on n'a pas besoin de ça. Moi, je m'en rends compte aujourd'hui et c'est très dur de se dissocier de cette image-là. Demain, j'aurais pas les réseaux dans ma vie. Enfin, franchement, je pense que j'aurais beaucoup moins de problèmes. J'aurais surtout beaucoup moins de problèmes par rapport à moi et par rapport à ma vision avec les autres. Enfin, je sais pas si pour toi c'est clair ce que je veux dire, mais pour te donner un exemple concret, avec l'arrivée des réseaux sociaux, ça a amené aussi du coup un nouveau canal de communication pour justement les candidats de télé-réalité aussi. Et je trouve que ça a pris une ampleur, surtout avec les émissions telles que Les Ch'tis, Les Marseillais, Les Anges même ou La Villa des Cœurs Brisés. C'est des émissions que j'ai regardées pendant des années et que moi ça va faire, on va dire 3 ans que je regarde vraiment plus parce que c'est quelque chose d'hyper néfaste. C'est des personnes qui sont justement à la recherche de cette notoriété, de cette célébrité qu'ils ont ensuite avec les réseaux sociaux et où ils vont aussi gagner de l'argent. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup ça qui se met en place et c'est arrivé beaucoup, je trouve, avec TikTok. Après, encore une fois, je le dis, c'est que mon avis personnel, mais je trouve que
depuis quelques années, les gens essayent de se faire connaître pour gagner de l'argent. Je sais pas si c'est clair pour toi, mais je trouve que les candidats télé-réalité, c'est le meilleur exemple. Dans le sens où ils font de la télé. Après avoir fait de la télé, ils font un petit buzz. T'as des gens en télé-réalité, ils ont juste fait une saison et maintenant ils sont hyper connus sur les réseaux sociaux et qui arrivent à se faire un business de malade. Par exemple, la meilleure success story qu'on a en France pour ce type d'exemple-là, c'est Nabila. Nabila, elle a réussi à faire quelque chose de très gros avec très peu en fait. Elle a été ultra intelligente, elle a su se placer ses pions. Aujourd'hui, ça reste une nana qui est quand même, si je me trompe pas, après je suis pas sûre, je connais pas ses comptes bancaires, mais qui est multimillionnaire, qui a sa propre marque, qui vit à Dubaï dans une maison mais incroyable, qui a je ne sais pas combien de Birkin de chez Hermès. Aujourd'hui, c'est un style de vie qui fait rêver beaucoup de gens. Et c'est vrai qu'à l'époque, au début, quand je regardais la télé-réalité, ça me faisait rêver aussi. Mais j'ai vite compris avec l'âge et aussi avec la réalité que ces émissions-là, c'était que du fake, quoi. Les gens étaient là pour se faire de l'argent sur notre dos, clairement. Enfin, c'est ce qu'il faut dire. Et aussi, du coup, ces réseaux sociaux ont amené énormément de complexes aux utilisateurs, mais aussi même aux créateurs de contenu. Enfin, aujourd'hui, on en parle, c'est dans des sujets hyper intéressants, mais moi, je vois comment ça impacte énormément au quotidien, moi, mes complexes. Comme je te disais, à l'époque, à 15 ans, moi, je suivais des personnes qui ne me ressemblaient pas, donc forcément, pour moi, tout était complexe. Et encore aujourd'hui, j'ai réussi à m'affranchir de tout ça, mais c'est un gros travail sur soi, et aujourd'hui, je trouve que c'est très compliqué. On le voit, c'est ce que je te disais tout à l'heure, par exemple, le TikTok. Je trouve que, je sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est un réseau social qui est super cool, mais en même temps c'est tellement addictif. Moi je sais, je te sors mon temps d'écran que j'ai sur mon téléphone de TikTok, je pense que c'est affolant. J'ai vraiment calmé le jeu parce que je me suis rendu compte que c'était vraiment nocif. Tu peux passer des journées entières à regarder des vidéos de gens qui font des voyages, qui font plein de choses, qui te font rêver. Mais toi, tu le feras jamais parce que t'es au fond de ton canapé en train de regarder tes TikTok. Ce que je voulais dire, surtout avec TikTok, moi qui me choque, après encore une fois, je le dis, je préfère le répéter, ce n'est que mon avis, c'est ma vérité à moi. Ta vérité peut être totalement différente. Ce que je veux dire, c'est que je constate aujourd'hui qu'il y a un réel écart entre les adolescents aujourd'hui en 2023 et les adolescents que nous on était en 2015. Je ne veux pas faire d'amalgame entre ces deux faits-là dans le sens où on va me dire oui mais vous, l'ancienne génération, nanani nanana. Ça va, j'ai même pas encore 25 ans, tranquille, on va doser les propos. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve que moi personnellement avec mes copines à 15 ans, on n'avait pas la même utilisation de Facebook, Instagram à l'époque que peuvent avoir des jeunes filles de 15-16 ans que je vois et que je côtoie même. Je te parle de ça aujourd'hui parce que moi j'ai un exemple concret dans mon entourage où j'ai vu une jeune fille de 13-14 ans utiliser TikTok, mais l'utiliser d'une manière, je suis désolée, je trouvais ça très malsain parce que son innocence était au cœur du truc et elle se rendait pas compte. On peut parler concrètement de ça et moi je vais en parler, et toi qui m'écoutes, je sais pas quel âge tu as et c'est là où moi je trouve que c'est important, où notre génération, je parle de ma génération, ceux qui sont nés dans les années 2000, même ceux qui sont nés dans les années 90, on est les parents de demain avec justement ces enfants qui vont être dans la surutilisation des téléphones, des technologies. On va rentrer dans une atmosphère mais totalement différente. Donc ce que je disais, c'est que je trouve que par exemple les jeunes filles de 15 ans aujourd'hui avec TikTok sont énormément sexualisées, à la différence de nous quand on utilisait Facebook. Alors peut-être que tu vas me dire c'est totalement faux, parce que moi j'ai pas la même vision, parce que justement à l'époque de 15 ans, je me rendais pas compte de tout ça. Mais quand je vois certaines vidéos qui sont postées, je me dis c'est pas possible. Après, peut-être que moi j'ai une vision qui est hyper traditionnelle sur certaines choses. J'en sais rien et c'est là où moi, c'est hyper important que tu me partages ton avis, que tu me dises ce que t'en penses ou pas. Mais je trouve que, il y a un manque de contrôle là-dessus. Je dis pas que c'est aux parents de contrôler tout ça. Je sais pas qui doit prendre le contrôle sur tout ça, mais aujourd'hui, t'as tellement de contenus qui sont postés, que ça soit sur Instagram, que ça soit sur Facebook, que ça soit sur TikTok, mais qui sont à la destination de jeunes de 13-15 ans, mais qui se rendent même pas compte. Les danses aujourd'hui sur TikTok, elles peuvent être hyper sexualisées, mais sans qu'on s'en rende compte. Mais même moi, des fois, je me rends même pas compte, parce que ça devient une habitude. Et je trouve ça horrible qu'on arrive à ça. Je sais pas, moi, à 12-13 ans, je jouais encore avec mes Barbies, ça m'arrivait. Aujourd'hui, les jeunes filles de 12-13 ans, elles sont déjà sur des talons, en train de se maquiller. Mais en plus de ça, qui se maquillent pas mal, comme moi, à 12 ans, je me maquillais mal, qui se maquillent super bien, fossiles, et qui sortent comme ça dans la rue. Après,
comme je le dis et je l'ai déjà dit, je ne porte aucun jugement, je ne peux pas savoir, je ne suis pas maman, donc la question ne se pose pas aujourd'hui. Mais demain, quand moi j'aurai des enfants, je sais pas comment je réagirai, je sais pas comment je ferai parce que ça sera encore une fois une nouvelle génération qui seront sur de nouvelles plateformes, sur des nouveaux codes. C'est là où moi je trouve que ça fait peur. Enfin, même moi j'ai peur dans le sens où aujourd'hui il se passe tellement de trucs à travers les réseaux, enfin c'est compliqué et on sait plus où donner de la tête et c'est super dur de se retrouver en tant que soi avec justement cette possibilité de s'exposer et aussi cette possibilité de voir tellement de choses qui peuvent ou pas nous ressembler ou non. Je sais pas si toi tu te rends compte, mais moi j'ai découvert il y a quelques semaines que par exemple t'as certaines plateformes qui se disent être dans la sécurité des utilisateurs dans les contenus qui sont postés, mais dans la réalité, enfin, pour te donner un exemple, Twitter. Twitter, c'est le pire réseau social, je trouve, aujourd'hui. Dans le sens où tu vas retrouver mais pratiquement les 3/4 des commentaires haineux sur les gens parce que c'est du direct, c'est du one-shot, tu postes et tu t'en fous. Tu vas aussi retrouver énormément de contenu pornographique. Aujourd'hui, tu as plein de plateformes qui sont faites pour ça et je trouve ça génial justement. Alors, je précise bien pour la pornographie, les applications qui utilisent ça, c'est très très bien. Et je trouve que justement, il faut des applications qui sont centrées sur des sujets, tu vois. Par exemple, pour ce type de contenu-là, tu as OnlyFans et Mime, si je me trompe pas, c'est très bien que ça reste là-dessus. Mais par contre, que ça soit sur Twitter, à la vue de tous, je trouve que c'est inconscient de la part des applications. Même si on le sait tous aujourd'hui, c'est pour faire du business. C'est parce qu'ils ont besoin de faire de l'argent et c'est comme ça qu'ils font de l'argent. Sauf que avec des contenus comme ceux-là, ou ça peut être aussi d'autres contenus, il y a des contenus où par exemple on va poster des gens qui sont en train de se battre entre eux, c'est n'importe quoi. Je trouve que c'est très dur d'avoir cette possibilité de voir ça quand on a 12, 13, 14 ans. On est face à une réalité à laquelle on n'était peut-être pas prêt. Peut-être qu'on n'a pas entendu et vu des conversations qui sont amenées à tout ça. Moi personnellement, si on parle par exemple du sujet du sexe, j'ai pas réellement découvert ça sur les réseaux sociaux, tu vois. Les seules fois où je me suis retrouvée face à des images pornographiques, c'est quand j'allais sur les sites de streaming et que je cherchais par exemple un film à regarder et que je le trouvais pas parce que j'avais pas les plateformes disponibles, où je me retrouvais avec des mini-photos de Sylvie habite à 3 km et prête à te retrouver. Et même, je trouvais ça bizarre à l'époque et j'ai pu avoir la possibilité d'en parler. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a plein de contenus qui sont disponibles et de façon très libre, qui des fois ça devrait pas, mais après c'est propre à chacun. Il y en a qui pourront dire oui, mais c'est très bien parce qu'au moins les gens découvrent par eux-mêmes, mais ça intègre dans la mentalité des jeunes d'aujourd'hui, et je me considère encore dans cette génération de jeunes où on va nous inculquer des choses qui en fait ne sont pas la réalité. Et là encore une fois je te parle du porno parce que c'est quelque chose de réel. Ça nous amène des images et des habitudes d'utilisation et de consommation qui sont pas forcément réelles. Mais bon, ça c'est un autre sujet et je pense que je ferai un podcast spécial sur ça, mais c'était pas le sujet. Je voulais pas aller aussi loin là-dessus, mais en même temps ça amène à la discussion. Et je trouve ça quand même super cool. Donc après tout ça, moi je voulais parler du coup vraiment de mon utilisation d'aujourd'hui. Comme je te le disais, moi j'ai pas une utilisation très saine des réseaux sociaux, mais j'essaye de l'améliorer. Tu vois, aujourd'hui j'ai fait énormément de tri dans mes abonnements parce que je me suis rendu compte que de voir sans cesse des influenceuses qui ne me ressemblent pas, ça me faisait plus de mal qu'autre chose. Et je me suis mise à suivre et à voir des gens qui me ressemblent plus, qui sont dans les mêmes codes que moi et qui me plaisent vraiment plus. Maintenant, quand je suis une page, par exemple sur Instagram ou même sur TikTok, je vais suivre parce qu'il y a un réel intérêt et parce que ça va m'apporter quelque chose de positif et pas quelque chose de négatif. C'est propre à chacun, tu vois. Par exemple, je connais des gens qui vont suivre, je dis n'importe quoi, des mecs hyper musclés, hyper bodybuildés, parce que c'est leur objectif à atteindre. Et que justement, de voir ça, ils vont se dire, vas-y, je vais à la salle, je me démonte, je vais y arriver, ça me fait plaisir. Et d'autres pour qui, ça va être plus un malaise qu'autre chose. Et pour moi, les réseaux sociaux aujourd'hui, ça doit être ça. Ça doit être en fait des contenus qui nous font plaisir, qui nous font du bien et qui nous aident à avancer. Et je trouve que c'est hyper prometteur pour l'avenir. Je trouve que depuis le Covid, on parle énormément de santé mentale, de bien-être. C'est vachement bien que les réseaux sociaux reprennent le pas sur ça, surtout avec des créateurs de contenu qui sont hyper bienveillants sur tout ça, qui sachent mettre en avant ces choses-là. Par exemple, pour t'en évoquer quelques-uns, je pense à Ticia, qui est une influenceuse que moi j'adore, qui fait aussi du podcast, qui parle de bien-être, qui parle aussi d'écologie.
ça peut amener plein de sujets sur lesquels on peut s'éduquer. Pourquoi ne pas la citer quand même sur l'épisode des réseaux sociaux, mais aussi Lena Situation, qui a une success story qui fait à la fois rager et en même temps éblouir certains qui veulent avoir la même carrière qu'elle parce qu'elle a réussi et qu'elle a fait son truc, elle a fait son trou, mais qui aujourd'hui se fait énormément critiquée parce que justement elle a tout ce côté-là où elle a réussi, elle a eu cette envie de créer, ce besoin de faire des choses qui je trouve est incroyable. Après, moi je me rends bien compte que certes à une époque, la Sacha de 16-17 ans aurait adoré être influenceuse pour justement être invitée chez Dior, machin et tout. Mais en attendant, je suis très heureuse de pas avoir fait ce métier-là, enfin avoir essayé de me diriger là-dedans parce que c'est un vrai prix à payer d'être influenceur et je trouve qu'on s'en rend pas compte forcément, ou du moins tout le monde s'en rend pas compte. On voit qu'il y a beaucoup de critiques qui sont autour de tout ça, que je peux entendre, mais ça fait plaisir de voir des gens qui font des métiers comme ça, qui les passionnent, c'est de la créativité. Voilà, enfin bref, je me perds énormément. Mais du coup, moi, mes tips aujourd'hui que je peux vraiment te donner, je vais t'en citer quelques-uns. Le premier, c'est donc, comme je disais tout à l'heure, suis que des gens qui te font du bien, qui t'apportent du bonheur ou qui t'apportent aussi de la motivation. Ensuite, en tips 2, je pourrais te dire, poste des trucs qui te font envie aussi, mais ne va pas à la quête et à la conquête des gens pour qu'ils aiment ce que tu fais, pour qu'ils likent ce que tu fais. Sinon aussi, qu'est-ce que je pourrais te donner comme autre conseil, c'est prends du recul quand tu vas sur les réseaux sociaux. Dis-toi que les gens, ce qu'ils postent, c'est pas forcément leur vie à 100%, c'est qu'une petite partie, c'est qu'une petite heure dans leur journée où ils sont épanouis sur peut-être une journée où ils ont été totalement malheureux. Je pense que ces 3 tips-là sont hyper intéressants et hyper importants. Le but de tout ça, c'est que quand tu utilises Instagram ou TikTok, que tu te sentes pas déprimé à la fin, que justement ça te fasse ce boost, cette motivation, cette énergie nécessaire pour atteindre tes objectifs, parce que c'est ça le but. Et aussi, c'est partager ce que tu as envie de partager. J'en sais rien, t'as beaucoup de gens qui vont partager sur les réseaux. Je vais prendre un exemple, l'histoire. T'as des gens, ils vont partager l'histoire de France sur des sujets, sous forme de vidéos, sous forme de publication texte. C'est hyper intéressant. Ils adorent ça parce que c'est leur passion. Et ils peuvent justement, comme on disait au début, en fait, c'est rapprocher des communautés pour discuter ensemble et se trouver des points communs, se faire des amis, se faire des relations, se faire des trucs super cool. Les réseaux, ça devrait être que ça. C'est partager ses passions, communiquer avec des gens qui ont les mêmes points communs que nous, qui nous font plaisir, et aussi faire des choses et dire des choses à des gens qu'on connaît pas, que c'est trop bien ce qu'ils font. Moi, je sais que là, aujourd'hui, les réseaux, ça m'a amené à discuter avec des gens super cool. Partageons ce qu'on aime partager et arrêtons de critiquer, de juger ce que les autres font. On est là pour vivre notre vie et être le main caractère de notre vie, comme je dis à chaque fois. Et c'est ça qui est important. Donc, fais les choses qui te plaisent, fais-les à fond, partage-les si tu as envie de les partager. Si tu as envie de garder ton jardin secret, garde-le. Mais fais les choses comme tu les entends et comme tu as envie. Voilà, je pense qu'on va finir comme ça pour aujourd'hui. Alors pour être honnête, je sais pas si ça sera mon meilleur épisode. Je pense qu'il y aura un épisode 2 sur les réseaux où justement j'inviterai une copine ou quelqu'un qui est spécialisé là-dedans pour qu'on en discute et on voit ce qu'il y a à dire en plus, ou aussi à modifier. Peut-être que moi, ma mentalité aura évolué vers d'autres pensées. Mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc je te souhaite un bon réveil, une bonne matinée, un bon appétit, une bonne après-midi, une bonne soirée ou une bonne nuit. C'est toi qui décides à l'heure à laquelle tu m'écoutes. Je te dis à la semaine prochaine. Des gros bisous. Bye bye.